Bonjour à tous, je suis Marion, bienvenue dans ce nouvel épisode d'After 7, le podcast de volley de la Ligue Île-de-France. 2 fois par mois, on reçoit un ou plusieurs acteurs du volley pour découvrir leur parcours et leur actualité. Pour nous encourager et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à noter et commenter le podcast et même à le partager. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est Margot Gardet, la présidente du club de Massy, qui est à mes côtés. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les petits bruits parasites que vous allez parfois entendre au cours de l'épisode. J'espère que cela ne gênera pas votre écoute. Merci de votre compréhension. C'est parti. Bonjour à tous, merci Margot d'être avec moi. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans After 7, le podcast de la Ligue. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, autant ce que tu fais dans le volley que ce que tu fais dans ta vie personnelle? Ok, pas de souci. Donc, premièrement, bonjour et bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir et de m'avoir proposé ce podcast. Moi, je suis Margot. Je suis la présidente du club de volley de Massy. Je suis à la présidence du club, donc c'est la 2e année pour moi. Je suis aussi joueuse, donc joueuse loisir, qui maintenant fait de la compète. Et à côté de ça, mon travail principal, donc je suis chercheuse à l'hôpital Gustave-Roussy, spécialisée en immunologie. Et donc, mon travail de tous les jours, c'est d'essayer de trouver des traitements, faire avancer la recherche pour faire reculer les cancers humains et pédiatriques. On peut dire que ton travail est quand même un peu important. Oui. Mais on va y revenir dessus parce que c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, parce que on a eu l'occasion de discuter il y a quelques mois de ça et j'avais trouvé que ton parcours et ton travail, c'était ultra important et ultra intéressant, en tout cas la façon dont on avait parlé. Et je m'étais dit, il faut que je la reçoive ici. Avant, on va commencer par du coup parler de ce que tu fais pour ton club en tant que présidente. Tu dis que ça fait 2 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à prendre la présidence d'un club de volley? Alors du coup, moi quand je suis arrivée à Massy, j'ai voulu me remettre au volley parce que pendant ma thèse, j'en faisais. Après, j'avais dû arrêter, ça me demandait trop de temps. Enfin, j'avais pas assez de temps libre pour me permettre de faire du volley plutôt. Et quand je suis arrivée à Massy pour m'intégrer dans la ville, j'ai voulu m'inscrire au volley. Je suis allée en loisir du coup au club de Massy. Et au cours des différentes années, j'ai voulu m'impliquer un peu plus dans le club. Donc, je me suis mise à organiser les tournois avec l'aide de Sébastien Coquet. J'ai pris ensuite sa suite au bureau, donc en tant que respo tournoi. On a fait pas mal de trucs, c'était hyper sympa. Et après, Juliette, l'ancienne présidente, a souhaité démissionner et donner un peu le flambeau. Ça faisait plus de 5 ans qu'elle était à la présidence du club et donc il fallait quelqu'un pour reprendre le club. On va dire que ça ne s'est pas bousculé au portillon. Et du coup, pour que le club puisse quand même continuer de vivre, et moi j'étais quand même assez impliquée dedans, j'ai accepté de prendre la présidence. Donc c'était assez effrayant parce que je viens d'un monde de pas compète, enfin en tout cas compète loisir 4-4. Donc découvrir tout ce qui est les tenants et aboutissants de la compétition 6-6, de l'école de volley, des seniors, des championnats, de la régio, de la DEP. Je suis encore un peu en train de faire mes marques, mais voilà. Et du coup, pour l'instant, c'est toujours moi la présidence. Vous avez beaucoup d'équipes en compète? Ouais. Donc on a une très grosse école de volley. Donc on va de M9 à M18. On a 2 équipes M18 féminines. On a beaucoup de M13, donc ça fait quand même beaucoup de licenciés sur l'école de volley. On a énormément de loisirs adultes, énormément de loisirs enfants aussi, d'ailleurs, depuis quelques années. Et après, en senior compétition, nous avons 4 équipes, donc 2 féminines et 2 masculines. Ah oui. En régional? Donc on a de la DEP et de la Rég. Ok. Et les filles avant étaient en prénat, et là le but c'est de remonter en prénat, et elles vont remonter en prénat cette année, c'est sûr et certain. Je pense que là, t'as parlé du fait que c'était compliqué, personne n'avait voulu reprendre la présidence, alors que vous avez l'air d'être quand même un assez gros club. Je pense que c'est surtout pour ça. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est une problématique qui est un petit peu partout. Ouais. Il y a beaucoup de clubs, en fait, où j'ai l'impression que le président ou la présidente est là depuis 20 ans, 30 ans. Et dès qu'il faut changer un petit peu, ça se bouscule pas trop. Non. Nous, ce qu'on se rend compte, et du coup, Juliette a géré de ouf. Elle a quand même fait un travail qui était assez impressionnant. Donc c'est vrai que quand elle a expliqué, par exemple, tout ce que le rôle de présidente
demandait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit waouh, faire tout ça bénévolement en plus de mon travail. La plupart des gens sont en plus parents, donc c'est vrai que lier ça à sa vie familiale, je peux comprendre que ça demande quand même un sacré sacrifice personnel. Donc je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont refroidis de prendre le poste. Après, malheureusement, c'est un poste qui est nécessaire pour faire vivre un club, donc la majorité des licenciés, si les gens veulent faire du volley, il faut que quelqu'un prenne aussi la responsabilité. Après, le rôle de président ou présidente est quand même extrêmement important, certes, mais tu t'appuies sur un bureau. Heureusement qu'il y a un bureau et il faut savoir être bien entouré, choisir correctement, avoir des gens qui sont investis et qui travaillent pour le bien commun en fait. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un bureau qui est quand même incroyable. On a la gestion de l'école de volley qui demande quand même énormément de temps. Qui est géré d'une main de maître par Nadège qui fait un taf de ouf, donc moi ça me permet aussi d'alléger parce que c'est quand même un très très gros travail. Et Nadège a pris tout cela en charge. On a aussi énormément de personnes qui aident de manière ponctuelle, qui nous permettent aussi de décharger un petit peu, de déléguer. Des bénévoles qui sont pas forcément sur le bureau. Bénévoles. Ouais. Si, alors là c'est principalement des bénévoles du bureau, parce que dans le bureau on est une douzaine. Et chacun du coup prend un petit peu. Ouais. Le but c'était qu'on ait plusieurs personnes, enfin que toutes les sections, on essaye d'avoir les sections représentées, même si c'est compliqué. Mais au moins tout le monde peut prendre des décisions et surtout ça permet de temps en temps déléguer telle tâche pour pas que tout soit concentré sur une seule et même personne, ce qui permet quand même d'alléger pas mal le rôle. Du coup, tu disais que c'était quand même un gros investissement de prendre la présidence d'un club. Il faut trouver un équilibre avec sa vie perso. Toi, exactement, puisque là encore, c'est que du bénévolat. Tu as ta vie personnelle, ta vie professionnelle à côté. Quelle tâche, toi, tu es amenée à faire en tant que présidente de ton club ? Alors, c'est quand même hyper éclectique. Donc là, on est en plein dedans avec la rentrée. C'est vrai que la rentrée fait mal, concrètement, on va être honnête. Les licences, les engagements, les coachs, les subventions. Donc moi là pour l'instant, tout ce que j'ai à faire, enfin tout ce que je fais, j'ai pris en charge tout ce qui est demande de subvention, donc écrire les dossiers pour faire les demandes. Là-dessus, j'ai une très très grande chance, c'est qu'on est suivi à Massy par le comité, l'entente sportive de Massy, qui est au-dessus du club. Et l'entente sportive met à disposition des personnes nous permettant, enfin des ressources nous permettant de nous aider sur tout ce qui est travail, demande de subvention, rapport avec la ville, etc., etc. Donc cette année, on a écrit plusieurs demandes de projets afin d'obtenir des fonds. Donc ça a pris quand même énormément de temps parce qu'il faut tout écrire, faut tout rédiger, faut chercher chez qui demander l'argent et tout. Donc ça, c'est moi qui ai pris en charge. Après, tout ce qui est prise de licence, grâce à l'aide des coachs et cette année MyFF Volley qui quand même change la donne. Je pense que tout le monde va être d'accord avec cela. Mais il faut quand même vérifier les licences de tout le monde, valider, demander les cotisations, etc., etc. L'un des gros travails à faire en tant que présidente, c'est la relation avec la mairie. Donc ça, c'est gros travail en amont pour avoir les créneaux. Vous avez un gymnase ou plusieurs ? Alors, on a un gymnase principal pour les équipes seniors et pour les équipes plus jeunes, on partage sur 3 gymnases, mais avec des dimensions de terrain qui ne permettent pas d'accueillir des compétitions, des plafonds trop bas pour la compète, des terrains qui sont plus adaptés par exemple au M9, M11, M13 et on pourra mettre personne d'autre dessus. Mais après, c'est sur la ville, en fait, il y a énormément de sections sportives. C'est une ville très, très sportive. Donc, le partage des locaux est... Enfin, j'aimerais pas être à la mairie, personnellement. Et donc ça, c'est principalement le gros travail, c'est l'entente avec les autres sections sportives et la relation à la mairie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui vont se reconnaître dans ton discours parce que vraiment, c'est les mêmes problématiques pour tout le monde. On en parle à chaque fois qu'on se voit tous en réunion, au comité ou autre, on a tous les mêmes problèmes. Évidemment. Gestion des créneaux. Et en plus, dans le cadre du volley, nous on l'a vu avec les JO, le nombre de personnes souhaitant faire du volleyball a explosé. On s'est fait submerger pendant les réunions de rentrée là, comment on dit, les trucs de la ville là. Ah oui. Les fêtes sportives. Oui.
Et le nombre de personnes souhaitant faire du volley, on a dû refuser un nombre incalculable de personnes, de jeunes aussi, d'adultes qui veulent refaire du sport et se réinscrire au volleyball. Donc ouais, c'est quand même un sport qui est tendu au niveau gestion de la place. J'ai l'impression qu'il y a eu 2 effets avec ça. Ça a été d'abord 2021, on sort du Covid, on est champion olympique une première fois, ça explose puisque les gens sortent de chez eux, ils ont envie de faire du sport. En plus, le volley, ça a bien marché. Et puis la rebelote, Paris 2024, à nouveau champion olympique. Enfin, ça n'en finit pas. Et effectivement, les clubs manquent d'infrastructures, de créneaux, parfois même d'entraîneurs. Oui. C'est pas facile, quoi. Oui, totalement. Et aussi, ce que l'on a remarqué, c'est que il y a une tendance quand même malheureusement, je trouve ça triste, à ce que le nombre de personnes étant prêtes à s'impliquer bénévolement dans une cause tend à quand même franchement diminuer. Et du coup, ça fait que le nombre de coachs, parce qu'il y a très peu de clubs qui ont les fonds nécessaires pour payer tous les coachs. Ouais. Et du coup, ça, c'est très, très, très compliqué. Heureusement qu'on a plein de jeunes qui acceptent de prendre en coaching, qui acceptent de se faire former, etc. etc. Dieu merci, ils sont là. Mais oui, là, dans le monde de l'associatif, et pas que dans le volley, quand je vois dans mon entourage toutes les personnes qui gèrent un peu d'autres types d'associations, c'est de plus en plus compliqué de trouver des gens qui bénévolement s'impliquent dans une structure. Après, le bon deal, je trouve, c'est à partir du moment où il y a président et vice-président, je pense que quand même ça, la responsabilité sera que sur la tête du président, bien sûr, mais il y a quand même plein de tâches qu'on peut déléguer à plusieurs personnes et vraiment ça allège. Si après les choses sont dites clairement au début de l'année, toi tu prends telle partie, toi tu prends telle partie, je pense que, franchement, c'est faisable. Ouais, puis là tu dis que tu as un bureau avec 12 personnes, c'est incroyable, surtout s'ils sont tous engagés et qu'ils ont tous un secteur ou en tout cas un domaine où ils vont s'impliquer pendant la saison. Non, ça c'est vraiment cool. Ouais, je me doute. Du coup, on a parlé plusieurs fois de cet équilibre entre la vie pro et le bénévolat dans ton club. Comment toi, tu le gères au quotidien ? Alors, moi j'ai un travail qui est un peu particulier, j'ai un travail qui est extrêmement prenant. En tant que chercheur, on compte pas vraiment nos heures. On travaille bien plus que ce que l'on devrait. Mais aussi l'avantage que j'ai, c'est que je gère mes horaires comme je veux. Du coup, ça c'est quand même un avantage. Après, par exemple, là pour la rentrée, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de temps qui est dédié au volley. Donc c'est le midi, entre midi et 2, surtout le soir entre les entraînements, etc. etc. Arriver à mettre pas mal de réunions avec le reste du bureau, etc. Du coup, c'est vrai qu'après, ça reste quand même ponctuel. On se fait un peu rouler dessus. Tout le monde se fait rouler dessus à la rentrée. Après, quand même, ça devient vachement plus cool. Oui, quand la saison est lancée. Une fois que la saison est lancée, c'est vachement plus cool. C'est gérer des problèmes au jour le jour. Il y a quand même pas non plus tant de problèmes que ça. Et après, c'est plus au milieu de l'année, commencer à réfléchir aux subventions. Et à la fin de l'année, préparer la clôture de l'année et préparer l'année d'après. Quels sont les coachs, comment on va faire pour les infrastructures, est-ce qu'on développe d'autres sections, etc., etc. T'arrives à profiter de ton été ou... Ouais, l'été, justement, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est trop bien. Nous, de toute façon, quand on essaye de joindre les clubs en été, on n'est pas là. Impossible. Et on se dit, bon, ils prennent une petite pause. Touche pas à la boîte mail. Oui, je comprends. Ouais, mais à la rentrée, ça doit faire mal quand tu l'ouvres. Ouais, non, ça va. Ça va. Là, on a parlé un petit peu du côté volley. Moi, j'ai envie de discuter avec toi du coup de ce que tu fais dans ta vie professionnelle à côté, parce que je trouve ça passionnant. Tu l'as dit, tu es chercheuse à Gustave Roussy en immunologie. C'est plutôt pas mal que je te reçoive aujourd'hui, parce qu'on enregistre le 1er octobre, donc c'est le début d'Octobre Rose. Et puis suit Movember derrière, donc en plus là, on est vraiment dans la foulée. Donc toi, tu travailles principalement sur le cancer. Qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine-là, à ce milieu-là ? Alors, du coup, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu travailler dans le monde médical. À la base, je voulais être chirurgienne. Et au cours de mes études, je me suis rendu compte que le côté chirurgien était trop détaché, à mon sens en tout cas, du patient. Et je m'étais dirigée vers la cancérologie à la base.
Mais après, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui était peut-être un petit peu trop empathique pour gérer correctement la relation patient, enfin avec le patient et famille de patients surtout. Je prends trop à cœur les choses. Et du coup, j'ai plus dévié pour rester dans le monde médical et faire de la recherche. Et au cours de mes études, j'ai découvert l'immunologie. Je suis tombée amoureuse de cette discipline, malgré sa complexité. Et du coup, de base, je viens de Haute-Savoie, donc j'ai vécu et été élevée à Annecy. Je suis partie faire mes études de médecine à Grenoble. Et ensuite, pour mes études de médecine que j'ai ratées, et c'est OK, je suis très très contente maintenant, avec le recul, que mon parcours se soit passé comme cela. Et du coup, suite à ça, j'ai bifurqué, j'ai continué toujours dans la biologie. Donc, j'ai fait un parcours de biotechnologie santé pour faire de la recherche, et je suis venue faire mes masters à Paris pour avoir la chance d'accéder à un master 100% immunologie à Paris-Saclay. Et suite à ça, je suis rentrée en stage de master puis en thèse dans le même labo. Donc, j'ai travaillé au CEA sur le VIH. Okay. Donc, le but était d'essayer de comprendre le système immunitaire dans les 10 premiers jours de l'infection, parce que c'est les 10 premiers jours qui sont le plus importants. Après l'infection au VIH, c'est là où le virus se multiplie le plus. Et une fois qu'il a atteint son maximum, on va dire, dans l'organisme du patient, donc en général, ça se passe à J+10, il est déjà trop tard pour le système immunitaire pour le contrer. Donc, et en plus, malheureusement, les patients se font dépister bien plus tard. Il est très compliqué d'être détecté positif au VIH avant. Les patients les plus précoces peuvent être au bout de 2 semaines post-infection, mais avoir quelque chose de beaucoup plus précoce, c'est très compliqué. Et du coup, moi, le but de ma thèse a été de comprendre ce qui se passait, pourquoi le système immunitaire n'était pas capable de mettre en place une réponse permettant de contrer l'infection virale. J'ai travaillé sur un sous-type de cellule immunitaire qui a été découvert il n'y a pas si longtemps maintenant, et qui pourrait être en cause, qui est en cause a priori une partie de pourquoi le système immunitaire se voit être déréglé par l'infection virale. Et suite à ça, j'ai toujours voulu travailler avec un très grand chercheur dans notre domaine. Et j'ai eu la chance qu'on me propose de faire mon post-doctorat dans son équipe. Incroyable. Et la chance que j'ai eue aussi, alors chance ou non, mais jusqu'à ce que je sois en thèse, ce chercheur se trouve à Singapour. Et au moment où moi, je passais ma thèse, et il était le temps pour moi de faire un postdoc, il est revenu travailler en France. Il a déplacé son labo jusqu'en France. Gustave Roussy lui a offert une position. Et du coup, le voilà, Gustave Roussy. Donc moi qui souhaitais partir à l'étranger, le voilà qu'il arrivait ici. Donc tout s'est aligné au final. Et maintenant, ça va faire 2 ans et demi que je suis à Gustave Roussy dans son équipe. Et du coup, alors là, j'ai complètement bifurqué. Je suis toujours dans l'immunologie et spécialiste de mes petites cellules immunitaires. Mais maintenant, je travaille dans le cadre du cancer. Donc plus du tout de l'infectiologie. Et on travaille sur différents types de cancers, donc que ce soit le cancer de l'adulte ou le cancer de l'enfant. Tout type de cancer. Donc moi, on traite plusieurs projets: cancer du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, tout ce qui est cancer de l'enfant au niveau neuronal, etc., etc. Donc voilà, l'équipe est assez grosse. On a plusieurs projets transversales sur le cancer et l'immunologie. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup passer de le VIH ou mon chef? D'accord. Et est-ce que tu regrettes? Non. En fait, moi, mon domaine, c'est l'immuno. Et que l'immunologie soit appliquée à une infection virale ou à une autre pathologie type cancer, ça reste de l'immunologie. Donc, c'est juste essayer de comprendre comment le système immunitaire s'adapte et est déréglé par les cellules tumorales, alors qu'avant, c'était comment le système immunitaire est déréglé par le virus du VIH. Donc, c'est vrai que c'est un tout autre mode de travail, parce que là, je travaille directement dans l'hôpital, donc on a accès aux échantillons extrêmement frais de tumeurs qui ont été prélevés chez les patients suite à leur opération, donc ce qui nous permet de regarder en direct ce qui se passe dans ces tissus, ce qui est très différent de l'infection au VIH, où là, c'est un peu plus compliqué de travailler avec des échantillons frais, etc., etc. Oui, parce que les gens se font détecter beaucoup trop tard, encore malheureusement. Quand on parle de cancer, ça fait peur. Est-ce qu'au quotidien, ça te fait pas peur de travailler sur
une cause de mortalité comme ça. En plus, sur certains cancers, c'est vrai qu'on est plutôt optimiste. Un cancer du sein, s'il est détecté à temps, on sait qu'on a quand même plutôt de grandes chances pas de grandes chances, mais on a de bonnes chances de s'en sortir. Tu parlais du cancer du pancréas. Extrêmement compliqué. On sait très bien, on peut pas s'en remettre. Est-ce que ça, au quotidien, ça te pèse pas? Parce qu'en plus, la recherche avance, c'est certain, mais certainement pas aussi vite que vous l'espéreriez, je pense. Alors, c'est à la fois frustrant parce que il y a énormément de choses que l'on fait qui ne marchent pas forcément. Quand on dit qu'on est chercheur, en général, la question qu'on nous pose, c'est « Vous êtes chercheur, d'accord, mais est-ce que vous trouvez ?» Oui, on trouve, mais ça prend plusieurs années. En fait, c'est des processus qui sont extrêmement longs parce que même si on trouve des patterns qui fonctionnent, qui fonctionnent, si on trouve des modèles d'action des cellules immunitaires dans certains patients, il faut valider que ça soit sur tous les patients ou pourquoi ça se passe que dans certains sous-types de cancers, quel est le dénominateur commun de ces cancers. C'est pour ça que la recherche actuellement s'oriente plus vers de la thérapie personnalisée. Le but étant chaque patient a un cancer différent, même si ça reste le même type de cancer. Chaque cancer du sein est différent entre différents patients. Et le but est de vraiment arriver à cibler quelles sont les particularités de chaque patient pour pouvoir attaquer le cancer de manière personnalisée. Donc ça, c'est des thérapies qui sont en expansion. On cherche vraiment à essayer de trouver des marqueurs permettant d'orienter au mieux les thérapies. Mais c'est un travail qui est assez long. C'est un travail qui coûte qui coûte très cher. Et c'est le principal frein, en France en tout cas, notamment, d'obtenir l'argent nécessaire pour mener ce genre de recherche à grande échelle, de valider surtout les résultats. Donc c'est un travail qui est frustrant, mais c'est un travail qui est extrêmement pas valorisant, mais un peu gratifiant. Parce qu'on sent que on a un rôle. Si on trouve quelque chose qui est tangible, et on peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens, la famille de ces personnes. Je pense notamment à tous les enfants, parce que Gustave Roussy est un hôpital spécialisé en cancérologie infantile. Et c'est vrai que croiser ces familles, croiser ces enfants, je travaille avec des oncopédiatres, donc eux, ils sont en première ligne tout le temps et permettent parfois de peut-être proposer des nouvelles thérapies à ces patients et à ces parents. C'est hyper gratifiant. On se dit, ok, j'ai travaillé 70 heures la semaine dernière, j'ai fait une nuit blanche, ça sert à quelque chose au final. Et du coup, c'est motivant de se lever tous les matins et de se dire que ça va peut-être aider quelqu'un plus tard. Et est-ce que tu es optimiste? Oui. Ouais. Oui, il y a tellement de personnes à travers le monde, de chercheurs qui s'attellent à ces tâches. Avec tout le monde, si on travaille tous ensemble, il y a forcément des avancées qui vont se faire. On va forcément arriver à faire quelque chose. Après, la question est peut-être plus d'arriver à devancer les habitudes sociétales. Par cela, j'entends les gens mangent une alimentation qui est complètement différente de ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. La pollution est de plus en plus forte. Le réchauffement climatique, la chaleur a de forts impacts sur l'apparition des différents cancers. Et c'est vrai que ça, il va falloir qu'on joue avec, parce que le fait que la population soit de plus en plus vieillissante et que les personnes, l'espérance de vie soit augmentée, cela fait que l'apparition de nouveaux cancers et le nombre plus élevé. Et le nombre de cancers surtout est beaucoup plus élevé suite à l'augmentation de l'espérance de vie de l'humain. Après, toutes les causes de potentiellement cancer que tu viens de citer, moi là je suis pas très optimiste quand tu me l'as dit, et toi non plus je crois, parce que on n'est pas sur la bonne pente. En tout cas. C'est pour ça qu'avec la recherche il faut qu'on contrecarre cette pente, donc trouver des remèdes, trouver peut-être un jour un vaccin, mais même si c'est pour l'instant un peu compliqué, mais au moins des remèdes et en tout cas des manières de détecter beaucoup plus tôt. Parce que plus on détectera et le diagnostic sera fait tôt, plus le traitement sera simple à mettre en place et à vivre aussi pour le patient. Mais effectivement, il y a des sources d'espoir. Toi, tu as travaillé sur le VIH.
Il y a 30 ans, on n'imaginait pas Totalement. que quelqu'un atteint du VIH pourrait continuer à vivre sa vie normalement. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est atteint du VIH peut complètement vivre. Et même être guéri. Exactement. Mais oui, totalement. Et même au niveau du cancer, tout ce qui est... Il y a beaucoup de tumeurs maintenant grâce à l'immunothérapie, etc., qui sont traitées de manière beaucoup plus efficace que ce qu'ils pouvaient être il y a quelques années. Donc, bien sûr, et la qualité de vie aussi des patients, c'est aussi un très gros travail parce que même si nous avons des thérapies qui fonctionnent, cela impacte quand même la qualité de vie de tous les patients. Et le but est aussi d'essayer d'alléger les traitements, de trouver des traitements qui sont plus efficaces avec moins d'effets secondaires pour leur permettre d'avoir une vie plus longue, mais aussi meilleure. Comment on peut faire pour vous aider ? Des dons. Des dons. La recherche française, et particulièrement sur le cancer, fonctionne quand même beaucoup grâce aux dons, grâce aux grosses associations. Donc, la plupart des gens connaissent Octobre Rose, Movember. Là, on vient de terminer Septembre en Or. Septembre en Or, c'est sur le cancer de l'enfant. Et oui, aider à travers des dons, à travers de la mobilisation. Il y a aussi tout ce qui est aide à l'hôpital, donner son temps bénévolement pour les patients qui sont seuls parfois, isolés ou autres. C'est une manière d'aider. Nous, là par exemple, la semaine dernière, on a fait... non, c'était pas la semaine dernière d'ailleurs, c'était ce week-end. Une énorme course sur le domaine de Saint-Cloud. Donc ça s'appelait Imagine for Margot. C'est une association qui aide à lever des fonds pour justement les donner à la recherche contre le cancer de l'enfant. Et la course a réuni plus de 5000 participants. Pour courir, il fallait que chaque participant lève des fonds. Donc en général 200 €, c'était minimum 200 €. Si c'était des étudiants, c'était plus bas, donc 100 €. Et en fait, ça a permis de lever presque 3 millions d'euros. C'est énorme, c'est génial. Alors, c'est énorme, 3 millions, pareil, une somme énorme, mais à l'échelle d'une recherche, oui. Ça fait vivre, par exemple, une subvention de 2 millions, ça fait vivre un labo avec de la haute technologie pendant 1 an et demi. Ouais. Donc, c'est beaucoup à lever, mais au final, ça s'épuise quand même beaucoup et ça va représenter le mode de fonctionnement, les fonds de fonctionnement, d'un labo. Alors que nous sommes des centaines et des centaines à travailler sur des thématiques de cancérologie. Ouais, mais ça reste une action. Quand tu vois l'impact qu'une action comme ça peut avoir, ça pousse juste à participer à plus de ce genre d'action, en faire plus d'ailleurs aussi. Et c'est un travail qui est incroyable, fait par exemple, je vois les équipes de Imagine for Margot, c'est un travail qu'ils font sur 1 an. Il y a une mobilisation d'énormément de personnes, de grandes entreprises, etc., etc. Donc c'est ça qui est très très émouvant, je trouve. Après, je trouve dans la société actuelle un pattern que l'on voit souvent et qui est malheureusement vrai et c'est dommage. Il sera plus simple. Enfin, je sais pas si plus simple est le meilleur des mots, mais il sera plus simple de lever des fonds pour une cause infantile que pour une cause adulte. Ouais. Les gens auront plus tendance à donner pour les enfants. Et ce qui est très bien, hein, bien sûr. Hein. Mais par exemple, Octobre Rose arrive à lever quand même énormément d'argent. Le cancer du sein, parce qu'on en parle depuis plusieurs années, c'est une cause de santé publique qui est quand même connue du grand public. Mais par exemple, Movember, c'est une action pour la recherche contre le cancer masculin, donc de la prostate. On va dire que c'est un peu plus récent, la forte mobilisation qu'il y a derrière cela, donc plus récent que le cancer du sein et Octobre Rose. Et du coup, c'est un peu plus long à mettre en place. Mais ça va venir, hein. Mais après, c'est un enjeu, c'est des enjeux de santé publique. Il y a de plus en plus de types de cancers, donc c'est aussi tout ce qui est médias, associations, d'essayer d'alerter le public, de sensibiliser au maximum, etc., etc. Moi, je voulais d'ailleurs te parler de Octobre Rose parce que j'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années à peu près que ça a pris beaucoup d'ampleur. Est-ce que le fait qu'on en parle de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus d'actions qui soient organisées sous l'égide de Octobre Rose, est-ce que vous voyez une différence ? Est-ce que vous avez une augmentation de dons ? Est-ce que ça vous permet de faire plus de choses ? Ou est-ce que finalement cette médiatisation, elle n'a pas vraiment changé grand-chose ?
Alors là, je dois avouer, à mon échelle, à moi, je pourrais pas forcément répondre à cette question. Moi, je suis plus impliquée, enfin, je suis pas du tout impliquée dans ça, à part dans le cadre du volley, où pour mon club, j'ai décidé de mettre en place des tournois caritatifs, où on va lever des fonds. Enfin, tous les fonds du tournoi sont reversés à l'association Octobre Rose pour le tournoi d'octobre et Movember pour le tournoi de novembre. Mais alors après, au niveau des institutions et le nombre de dons qu'ils reçoivent pour chacune des actions, j'avoue que j'en ai aucune idée. Donc toi, tu as mis en place ces 2 tournois. Ok. Donc tu as les dates ou pas? Ouais, alors ça sera donc à Massy. On a un tournoi 100% féminin à l'occasion d'Octobre Rose le 19 octobre. Et pour Movember, nous avons... Si je dis pas de bêtises, c'est le 22 novembre. Et donc là, ce sera un tournoi 100% masculin. C'est ouvert aux à tout le monde. Ok. Parce que, alors, 16 octobre, pour le coup, je suis pas sûre que le podcast sortira avant. Pour Movember, je pense que oui. Donc, 22. Tout est sur le site et sur l'Instagram de Massy. Ben, on invite tous les gens qui sont intéressés à aller participer parce que c'est l'occasion de faire un tournoi ou faire des dons. Et en plus, pour une bonne cause, donc oui. Tant mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Autant dans le volley que dans ton côté pro, perso, peu importe. Dans le volley, il faut nous souhaiter encore plus de terrain et d'infrastructures pour accueillir le nombre de licenciés qui est en augmentation. Et que qu'on arrive à contenter tout le monde en fait, que tout le monde puisse pratiquer autant qu'il le souhaite dans des bonnes conditions avec du bon matériel, des bons locaux, des horaires adéquats, etc. etc. Dans ma vie professionnelle, trouver quelque chose. Trouver le remède de tous les cancers. Ouais, si seulement. Mais oui, que la recherche continue, que les institutions continuent d'aider et que la mobilisation se renforce. Plus on est à chercher en même temps, plus on trouvera vite. Et encore plus de volets, sans blessure, parce que je reviens d'une blessure des croisés. Donc, je connais. Voilà, c'est mon année de reprise, donc pas de blessure. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans ce podcast, c'est que chaque invité répond à une question qui a été posée par l'invité précédent et va ensuite poser une question à l'invité suivant, mais sans savoir qui c'est. Okay. Donc, sur le dernier épisode, voici la question qui t'a été posée. Est-ce que tu as regardé la finale des Volleyades en avril dernier? Pas du tout. Désolée pour les 2 précédents coachs qui ont organisé les Volleyades, mais alors vraiment pas du tout. C'est vrai que dans le volley, je suis assez nouvelle au sein de la gestion du volley en tout cas. Les Volleyades, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est, malgré que tout le monde en parle, ça reste quelque chose qui est assez mystique. Je n'y suis pas allée. Voilà, je suis désolée, c'est une grosse boîte noire pour moi. Alors, ils m'ont dit, si la personne n'a pas vu la finale des Volleyades, ils l'invitent à aller voir la vidéo sur YouTube. D'accord, j'irai. Donc, j'espère qu'ils vont pas être trop déçus en écoutant. Je suis désolée. Elle s'excuse. Mais elle a beaucoup à faire. Hein. Vous avez entendu pendant l'épisode, elle s'ennuie pas. Du coup, maintenant, c'est à toi de poser une question pour le prochain invité, sans savoir qui c'est. Ça peut être autant dans le volley que sur le plan perso. Tu peux partir sur quelque chose d'humoristique. Peu importe. Si vous deviez avoir un date avec un des joueurs et une des joueurs et joueuses de l'équipe de France de volleyball, qui cela pourrait être? Pas mal. Alors, j'enregistre le prochain épisode lundi avec quelqu'un que je connais bien et je pense que ça va lui plaire la question. Voilà. Écoute, merci Margot. C'était trop cool de te parler. Comme on s'était croisés la dernière fois, c'était passionnant. Ça l'était encore cette fois. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Merci. Autant pour le club que vraiment dans ton côté pro, parce que je sais à quel point c'est important qu'il y ait des gens qui travaillent à soigner et à contrecarrer cette satanée maladie qu'est le cancer. Donc je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, à vous dis rendez-vous au prochain épisode. Merci. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'After 7. On espère que cette discussion vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à suivre la Ligue sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité du volley francilien et à donner votre avis sur le podcast. Vos retours nous aident vraiment à nous améliorer. Et si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes, dites-le nous en commentaire ou en message privé. À très vite pour un nouvel épisode d'After 7.